des slows des élèves sur les ondes. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue dans notre dernière émission. C'est Esther qui vous parle et je suis avec Isaac. Bonjour Isaac. Bonjour Esther, bonjour à tous. On aura aujourd'hui une revue de presse présentée par Sophia, une chronique sur les pirogues réalisée par nos camarades de Saint-Laurent, l'interview du docteur Raphaël Bonon et aussi 2 chroniques culturelles présentées par Gabriel et Esther. C'était le programme de notre émission. Bonne écoute à tous. Et maintenant, on va écouter la revue de presse de Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Aujourd'hui, dans la revue de presse, je vais vous parler des 2 lieux les plus touristiques aux alentours de Saint-Georges. D'abord, quand vous venez sur la route à Saint-Georges, environ à 20 km après le barrage de Regina, il y a un sentier appelé Savane Roche Virginie, où vous pouvez aller pour faire votre promenade et explorer le paysage. Ensuite, quand vous arrivez à Saint-Georges, vous allez voir un panneau sur lequel est écrit Saut-Maripa. C'est une crique où vous pouvez aller vous baigner ou faire du kayak sur le courant de la crique. Maintenant, je vais vous présenter l'association DAC. L'association DAC signifie développement, animation, accompagnement et coopération. Elle existe depuis 2005 et ses actions se concentrent autour de la médiation sociale et sanitaire. Et si vous voulez vous y rendre, elle est ouverte le lundi et jeudi de 8h à midi et de 14h à 17h les mardis, mercredis et vendredis de 8h à 15h. Et pour finir, je vais vous parler du déménagement du collège à la cité scolaire. Si vous vous rappelez, dans la première émission, je vous avais présenté la cité scolaire, cette énorme structure qui regroupera un collège, un lycée, un internat. Cependant, nous ne savions pas exactement quelles étaient les spécialités pour le lycée professionnel, mais désormais, nous pouvons vous en dire un peu plus. Au collège, on continuera à avoir les classes générales, tout comme les sections SECPA, ULIS et UPE2A. Du côté du lycée, il y aura 3 classes de seconde générale, une classe de CAP et une classe de bac pro-vente. L'ouverture est prévue pour septembre 2023 et tout cela fera le plus grand bonheur des jeunes qui ne seront plus obligés d'aller à Cayenne après la 3e. Voilà, c'était Sophia Micro pour la dernière revue de presse de notre club radio Les Rocky Studios de Saint-Georges. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Sophia pour ces informations. Et maintenant Esther, allons dans l'Est guyanais. Tout à fait Isaac, l'équipe de Saint-Laurent nous propose une chronique sur les pirogues. Comme ici, c'est un moyen de transport qu'ils utilisent tous les jours sur le Maroni. Écoutons. Pour notre chronique d'Ouest en Est avec nos camarades de Saint-Georges, nous avons choisi de vous présenter les pirogues traditionnelles utilisées de part et d'autre de la Guyane. Aussi appelées boto en Djouka, les pirogues de l'Ouest sont utilisées depuis très longtemps sur le fleuve et servaient à la fois de moyen de transport pour les marchandises, mais également des moyens de communication pour porter les informations de village en village. Pour vous raconter le processus de création d'une pirogue, nous nous sommes servis de nos connaissances, mais avons aussi interrogé M. Alimeti John, un fabricant de pirogues de l'île Portal, une île à côté de Saint-Jean. M. Alimeti va dans la forêt pour choisir l'arbre selon la taille demandée par le client. Il utilise l'arbre appelé lochi, un bois qui flotte. Il coupe l'arbre à la mesure qu'il veut et commence à l'affiner avec une tronçonneuse. Il creuse ensuite l'intérieur avec un outil. Tout ce travail est fait en forêt. Ensuite, avec plusieurs personnes, il ramène la pirogue dans le village et il continue à l'affiner à coups de hache. Une fois fini, il place la pirogue sur le feu pendant une journée pour l'ouvrir plus, la rendre plus légère et étanche.
L'étape d'après est de construire le bateau aidé et le bateau lâché. La tête de la pirogue avec la forme en triangle reconnaissable sur toutes les pirogues et le derrière de la pirogue en forme arrondie là où on met le moteur. À l'intérieur, il installe les kinis, les supports pour les planches sur le côté et les campous, supports pour le plancher. Il rajoute ensuite les planches pour le sol et les côtés de la pirogue et à la fin, il rajoute le support du moteur. La pirogue est ensuite mise à l'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. La durée de travail varie entre 1 mois et 2 selon la taille de la pirogue. Elles sont vendues entre 1 300 et 4 000 euros. Il est aussi possible de peindre la pirogue, mais c'est aussi à la demande du propriétaire. Nos pirogues sont souvent utilisées pour transporter les marchandises sur le fleuve au Maroni, mais également pour le transport de personnes. Moi, à chaque vacances scolaires, je vais à Tapsé, un endroit sur le Haut-Maroni, côté Suriname, où il faut faire environ 6 heures de pirogue. Là-bas, il y a des membres de ma famille qui font des pirogues et j'aime bien les regarder faire et je peux même parfois y participer. J'aide à mettre les clous ou porter les planches. C'est quand même un travail difficile car tu portes des choses lourdes et le soleil est chaud. Moi, j'aimerais bien fabriquer ma pirogue car c'est important. Et s'il n'y a pas de pirogue, on ne pourra plus traverser comme on veut pour aller au Suriname ou aller sur le Maroni. Revenons maintenant dans l'Est. Acacio est allé dans les rues de Saint-Georges pour interroger les passants sur leur sentiment de sécurité. Y a-t-il de la violence dans la commune ? Je trouve que c'est désespérant par rapport à nos enfants qui grandissent, qui vont voir la violence, plus de violence. Alors, je suis à Saint-Georges il n'y a pas très longtemps. Je ne peux pas parler de violence à Saint-Georges. Je ne vois pas de violence à Saint-Georges. Je me sens en sécurité à Saint-Georges. Je traverse la ville à pied ou des fois en voiture. Je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait autant de violence. Et j'ai constaté que c'est toujours sous fond d'alcool. Ça veut dire que les gens, ils s'amusent, c'est vrai, mais toujours sous fond d'alcool et puis ça dégénère. Il n'y a pas longtemps, là, il y a eu un monsieur qui a été blessé, il est hospitalisé et je trouve ça vraiment déplorable. La semaine dernière, au collège, je crois qu'il y a eu 2 filles qui se sont battues. Et la tendance a été que les élèves regardent. Et c'est un peu comme un spectacle en fait, la violence, c'est un peu vu comme un spectacle. Ils vont avoir tendance à regarder, à prendre parti, à même encourager la bataille, alors qu'en fait il faudrait totalement banaliser toute forme de violence. Après il y a la violence physique, la violence avec les coups. Il y en a beaucoup à Saint-Georges malheureusement, on a parlé de l'exemple sur la place, mais il y a aussi la violence verbale. Et au collège en tout cas, de ce que j'entends, il y a beaucoup de violences verbales comme du harcèlement, c'est aussi de la violence. Dans la rue, on voit les parents qui regardent la bagarre avec les enfants au lieu d'amener les enfants plus loin. Donc les enfants sont trop exposés à la violence. Une fois sortis du collège, il y a 2 filles du collège qui se sont battues devant le dispensaire. Il y avait des adultes qui regardaient la scène sans les séparer, alors qu'un adulte se doit de séparer 2 enfants qui se battent. Et là, non, ils regardent et ils encouragent la bagarre. Et oui, malheureusement ici aussi, il y a des faits divers de violence qui nécessitent parfois l'intervention des médecins du dispensaire. À propos, Carigny a voulu interviewer Raphaël Bonneau, médecin au dispensaire. Justement, elle nous parle de son parcours scolaire et de son métier. Écoutons. Bonjour, veuillez vous présenter s'il vous plaît et dites-nous quel type de médecine êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Raphaël Bonneau et je suis médecin généraliste au CDPS de Saint-Georges. Quel a été votre cursus scolaire pour devenir médecin? J'ai un bac scientifique, S, qui n'existe plus à notre époque. Et après, je suis rentrée en université de médecine.
J'ai commencé à Bordeaux pendant 6 ans pour faire mon externat. Et après, je suis partie à La Réunion pendant 3 ans pour faire mon internat. C'est pour faire ma spécialité de médecin généraliste. Avez-vous eu des difficultés dans votre parcours? Non, sauf si on compte le redoublement de ma première année de médecine, que je considère ne pas être une difficulté parce que c'est extrêmement commun et je ne l'ai pas mal vécu. Quelles sont les qualités professionnelles et personnelles que doit avoir un médecin? Alors, pas facile comme question et assez subjectif, mais au moins pour moi, un médecin, ça doit être humble. Ça veut dire qu'on a connaissance de ses propres faiblesses. Un docteur, c'est pas un sauveur, c'est pas un dieu, d'accord? On sait pas tout. Et ça, c'est pas grave. C'est juste important de savoir, quand on le sait pas, à qui on doit demander de l'aide et quand on doit demander de l'aide. Après, je pense qu'il faut être empathique. Ça veut dire avoir la capacité de s'identifier à autrui de ce qu'il ressent. Donc ça veut dire que quand ton patient, il a mal, il faut que tu vois à quel point il a mal, même s'il l'exprime pas de la même manière que toi. Après, il faut être curieux, d'accord? Il faut être curieux dans le sens où la médecine, ça évolue tous les jours. Ça change tous les jours, il y a des nouveaux protocoles, des nouveaux médicaments. Donc ça, c'est important de savoir où rechercher les nouveautés pour la culture médicale. Et il y a aussi le fait que c'est important, je pense, d'être curieux d'autres médecines. Il y a la médecine, ce qu'on appelle occidentale, et il y a plein d'autres médecines, avec les Amérindiens, les plantes, les choses comme ça. Et je pense que c'est important d'être curieux, de savoir écouter ce que les autres font. C'est pas parce qu'ils font différemment qu'ils font mal. On fait juste pas la même chose. Et je reviens aussi, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de savoir travailler en équipe quand on est médecin. Surtout au CDPS, on a plein de métiers différents, que ce soit les médecins, les infirmiers, les ASH, les secrétaires, les agents de sécurité, les logisticiens, les médiateurs. Et ça, en fait, il n'y a pas de chef, on n'a pas une hiérarchie. Chacun a des postes différents et on a besoin de tous bien s'entendre pour bien travailler ensemble. Quels sont les avantages et inconvénients d'être médecin? Pour ma part, en tout cas, les avantages, ça serait la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que je ne connaîtrai jamais le chômage, normalement, j'espère. C'est que je peux pratiquer dans beaucoup de régions du monde et qu'avec mon diplôme de médecin généraliste, en fait, je peux avoir accès à plein de manières d'exercer mon métier. C'est que je peux travailler à l'hôpital, je peux travailler en cabinet de ville, je peux travailler dans les écoles, je peux travailler dans les associations, je peux travailler dans beaucoup de choses, que ça soit en prison, sur des bateaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est bien. Et clairement, le salaire. Du coup, après les inconvénients, pour moi, ça serait le travail de nuit. C'est toujours un peu éreintant de se réveiller à 3h du matin pour devoir faire une consultation. Donc ça peut être un peu fatigant au long cours. Et il y a aussi le fait que souvent, notre entourage, ou nos patients même, nous parlent systématiquement de leurs problèmes de santé, mais lors de moments très peu opportuns. Ça peut être quand vous faites le marché, quand vous êtes en train de retirer des sous, ou quand vous allez même aux toilettes. Il y a quelqu'un qui vous interpelle pour vous parler de votre santé parce qu'on considère qu'on est médecin tout le temps. Et c'est vrai que des fois, on aime bien faire des pauses. En quoi consiste le travail d'un médecin? Donc, être médecin, c'est écouter les doléances de son patient. C'est faire de la prévention sanitaire, c'est-à-dire bien manger, faire du sport, sortir couvert, plein d'autres choses. C'est diagnostiquer des maladies et c'est soulager les symptômes du patient, voire traiter la maladie du patient. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? J'ai toujours été fascinée par le corps humain. C'est une machine que j'ai envie de comprendre et que j'ai envie de découvrir. Et quand j'étais plus jeune, du coup, au début lycée, j'adorais le médecin légiste dans la série Les Experts. Quel est votre meilleur souvenir de votre métier? Alors ça, c'est une question difficile parce que j'ai plein de souvenirs. Et c'est difficile de choisir, j'en ai pas un particulièrement. En tout cas, c'est que grâce à mon parcours de médecin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup apporté et c'est vraiment, vraiment chouette.
Quelles sont vos missions lorsque vous partez dans une commune de fleuve, Troisseau, Camopi? Eh bien, c'est exactement la même chose que ce que je fais au CDPS de Saint-Georges. Je fais des consultations de médecine générale avec la possibilité de prendre en charge des urgences médicales. Avez-vous des conseils à donner aux personnes qui veulent devenir médecin? Je leur dirais se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut, qu'il faudra travailler dur au début, mais la vie le leur rendra. Et je finirai parce qu'entre étudiants, on se disait avant les concours de médecine, force et honneur. Ok, merci. Merci. Merci à Raphaël pour toutes ces informations. C'était très intéressant, surtout pour nous, élèves de 4e, qui devons réfléchir à notre orientation. Écoutons maintenant le reportage de Doriane qui est allée à la découverte de l'association Mazi. Bonjour à tous, c'est Doriane, votre journaliste en herbe. Pour cette dernière émission, nous avons décidé d'aller enquêter sur une association présente à Saint-Georges qu'on ne connaissait pas bien. C'est l'association Mazi. Au départ, cette association, lancée par un ancien professeur d'EPS, Pascal Vasseur, a été montée avec l'aide de bénévoles. Pour y aller, prenez la route vers le pont qui mène au Brésil depuis Saint-Georges. Tournez à gauche après avoir passé la crique Mazi. Juste avant d'arriver au poste de la douane, cette piste vous mènera vers des carbets en construction au milieu de la forêt. Actuellement, 16 jeunes venant des communes de fleuve comme Camopi et Troisseau y travaillent. Nous avons été reçus par le responsable du projet, M. Vasseur, qui nous a expliqué le fonctionnement et l'objectif de l'association. L'association éducative Mazi, c'est une association qui a été créée en 2016. Une association, c'est donc des bénévoles. Des gens qui veulent faire quelque chose. Donc, moi, je dis, je vais faire un levier d'accueil. En fait, je voulais faire des séjours sport-éduc. C'est des séjours de rupture, où tu apprends à faire des choses à travers le sport, mais il n'y a pas que du sport. Son projet a pour but de permettre aux jeunes de s'intégrer professionnellement. Il commence par faire des séjours sport-éduc pour permettre à ces jeunes de découvrir différents métiers et de faire les formations nécessaires. En semaine, ils vont à Cayenne pour faire du kitesurf et de la boxe, de la couture et encore de l'artisanat. Lorsqu'ils travaillent à l'association, ils sont salariés par la préfecture et la CAF. Ils commencent à 7h du matin jusqu'à 15h et gagnent 1033 € par mois. C'est quand même compliqué. Au niveau du financement de l'association, la première année, en 2016, tout le monde travaillait bénévolement pour déboiser et nettoyer le terrain. Aujourd'hui, plusieurs carbets sont déjà terminés. Donc ici, on fait le sport éduc. Les jeunes qui sont ici sont formés pour faire après les activités ici. Donc ici, on est plutôt dans une salle de cours. Et tous les carbets là-bas ont une fonction. C'est-à-dire que tu as un carbet d'hébergement, la maison là, où les salariés vont être essentiellement, c'est plutôt les filles. On a un carbet muscu qui est en train de se finir la semaine prochaine. On a le dojo qui est au fond là-bas, où on va faire boxe et judo, jiu-jitsu. On a un carbet rond qui va être couture. On a le carbet là-bas rond que tu vois juste devant, derrière là-bas, ça va être musique. Derrière, tu as le carbet agroforesterie, donc travail agricole. C'est bien de faire des activités. C'est bien la Guyane, mais pourquoi est-ce qu'on va acheter des choses au Brésil alors qu'on a tout en Guyane? L'association propose un accueil touristique pour 20 personnes maximum, en couchage, hamac et il y a un carbet restaurant. Il prévoit d'emménager un terrain de beach volley parce qu'un terrain de foot, ça coûte trop cher. Apparemment, c'est 400 000 €. Même mon âme est sortie quand il a dit ça. Plus tard, ils espèrent utiliser le terrain comme centre aéré pendant les vacances scolaires. L'association donne des contrats de travail aux jeunes à partir de 16 ans et propose même d'héberger ceux qui ont des situations familiales compliquées. Que ce soit des filles ou des garçons, ils font le même travail, comme par exemple la vaisselle. Maintenant, un tout autre sujet avec Alexis. Bonjour Esther, bonjour à tous. Je vais vous parler du solstice d'été qui se produit le 21 juin 2023. Mais qu'est-ce que le solstice? Le solstice s'explique par l'inclination de la Terre par rapport au Soleil. Au solstice d'été, la Terre côté hémisphère nord est inclinée au maximum vers le Soleil. Les rayons du Soleil éclairent l'hémisphère nord pendant une durée maximale. C'est le jour le plus long de l'année pour l'hémisphère nord. L'origine du mot solstice vient du latin solstitium. Ce mot est composé de sol, qui veut dire le soleil, et de statu, qui est le participe passé de star, qui signifie s'arrêter. Donc solstice veut dire le soleil s'arrête. Et comment est fêté le solstice? Une fête païenne à l'origine qui a été christianisée.
On la célèbre le 24 juin pour la nativité de Jean le Baptiste. On l'accompagne de grands feux, symbole de la puissance du soleil. Quelle est la différence entre le solstice et l'équinoxe? Tandis que l'équinoxe se caractérise sur une durée égale entre le jour et la nuit sur toute la planète, les solstices correspondent à une durée de jour et de nuit maximale, alternativement posée entre l'hémisphère nord et sud. Donc l'équinoxe est le contraire du solstice. Plusieurs tribus amérindiennes célèbrent le solstice d'été par la danse du soleil. J'espère que maintenant vous savez ce que veut dire solstice. Oui, merci beaucoup Alexis. Et le 21 juin n'a pas seulement été le jour le plus long de l'année. Ça a aussi été la fête de la musique, n'est-ce pas Isaac? Oui, comme Esther vient de le dire aujourd'hui, je vais vous parler de la journée de la musique. Lancée en 1982 par le ministre de la Culture dans l'objectif de faire descendre dans la rue les Français qui jouent d'un instrument de musique, la fête de la musique est célébrée le 21 juin, principalement le soir et la nuit, jusqu'au lendemain matin. Dans le monde entier, cette fête qui a célébré ses 40 ans ce 21 juin 2023 est devenue un événement culturel le plus fréquenté de l'année, avec les journées européennes des patrimoines. Alors, qui est ce ministre qui a créé la journée de la musique? C'est le ministre Jack Lang qui a créé cette journée. Où faut-il aller pour fêter la musique? Est-ce que c'est payant? Elle se déroule dans les villes comme Cayenne, Kourou, Raymond-Montjoly, et non, ce n'est pas payant. Tu sais s'il y a des animations autour de la musique à Saint-Georges? Oui, sur la place de Saint-Georges Romain-Garros. Il y a eu une estrade avec de la sono et des chanteurs qui ont montré leur talent de chanteur ou qui ont joué d'un instrument. Au sein du collège aussi, Monsieur Zeland, le professeur de musique, a donné l'opportunité aux élèves de chanter leurs chansons préférées. C'était super. Tu joues de l'instrument? Oui, bien sûr, je joue du piano. J'ai moi-même fait une présentation la semaine dernière lors d'une remise de prix. Écoutez cette mélodie que j'ai créée. Bravo, merci Isaac pour ce moment. Avec plaisir. Et maintenant, parlons du cinéma avec Gabriel. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du nouveau film Transformers. Si vous ne connaissez pas les Transformers, vous êtes au bon endroit. Transformers est une série de films américains inspirés des jouets du même nom de la marque Hasbro. Pour vous faire un résumé, une bataille oppose deux races de robots extraterrestres, les Autobots qui sont les héros de l'histoire et les cruels Decepticons qui sont les antagonistes. Ils veulent tous la maîtrise de l'univers. Leur conflit va jusqu'à la Terre. Dans le camp des Autobots, il y a Optimus Prime, qui est le chef, Bumblebee. Dans le camp des Decepticons, il y a Megatron et Starscream. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que le tout nouveau film des Transformers qui est sorti le 7 juin, il s'appelle Transformers, le réveil des bêtes. Je vais vous faire un petit résumé. En 1994, une archéologue et un ancien militaire vont trouver les traces d'une ancienne faction de Transformers. Les Maximals, qui sont les descendants des Autobots, et les Predacons, qui sont un sous-groupe de Decepticons. Les Autobots et les Maximals seront face à une menace plus grande, Unicron, une planète métallique qui s'apprête à dévorer la Terre. Vont-ils réussir à sauver la Terre? C'est la fin de la chronique, j'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas endormis. C'était Gabriel au micro. Non, nous sommes toujours là. Il faut bien se concentrer pour comprendre toutes ces histoires. Mais la meilleure solution, c'est d'aller les voir. Une invitée spéciale, Estelle.
Elle est en CM1 et elle a voulu nous partager sa dernière lecture au micro. Bonjour Estelle. Bonjour Esther, le livre dont je vais vous parler, c'est une bande dessinée qui s'appelle Chi. Comment as-tu eu l'idée de lire ce livre? Je n'aimais pas trop lire, mais ma maman me dit toujours que la lecture nous permet de voyager et d'apprendre des nouveaux mots. Alors, en venant au club radio, Madame Lesforis m'a conseillé de lire la BD Chi. J'avais déjà lu un tome de cette BD auparavant, mais j'avais déjà oublié son histoire. Donc, j'ai lu ce nouveau tome et je l'ai énormément aimé. Alors, peux-tu nous dire quelle est l'histoire de la BD Chi? Oui. Cette BD raconte l'histoire d'une chatte qui s'appelle Chi. Un jour, Chi se promenait avec sa maman dans la forêt et elle s'est perdue. C'est ainsi que monsieur et madame Yamada l'ont rencontrée et l'ont amenée chez eux. Elle est aussi gourmande que moi. Elle raffole des pâtés et des fromages. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle est un peu grosse. En plus, Chi a plein d'amis chats qui sont aussi mignons qu'elle. As-tu une petite histoire sur Chi dont tu veux nous parler? Ce que j'aime, c'est quand elle mange et à la fin de tous ses repas, elle dit une phrase drôle. J'ai la peau du ventre bien tendue. Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs qui n'aiment pas lire? Je peux leur dire qu'il faut choisir le livre de leur choix. Et lisez. Je vous conseille vivement de lire la BD Chi. Vous allez l'adorer, tout comme moi. Vous pouvez aussi suivre des épisodes de Chi en dessin animé sur Netflix. Pour finir, je voudrais remercier ma mère qui m'encourage toujours à lire et Madame Lesforis pour ses précieux conseils de lecture. Merci beaucoup Estelle d'avoir partagé avec nous ta lecture préférée et tes conseils. Maintenant Esther, pour terminer notre émission, parlons du mot du jour, ou plutôt du mot de l'année pour nous. Oui Isaac, je vais vous parler du mot radio. Il vient du latin radius, que signifie rayon. À l'époque, transporter la voix dans les airs, ça ressemblait presque à la magie. C'est Marconi, un Italien de 22 ans, qui décide de rassembler différentes inventions pour fabriquer la première radio. Et ça marche. En 1896, il crée la société Marconi, qui développe la radio sur tous les continents. En France, vers 1921, le poste de la Tour Eiffel propose le premier programme régulier. La radio est un outil puissant et permet de donner des informations à toute la population. Et malgré l'arrivée de la télévision et d'Internet, la radio a toujours su résister et s'adapter. Merci Esther. Cette année, nous avons pu parler à la radio grâce à Radio Pays. Pour notre dernière émission, nous sommes avec Arnaud Bahari, le rédacteur en chef de Radio Pays. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que c'était difficile de laisser votre antenne à des élèves? Non, évidemment. Je savais qu'il y avait des talents ici à l'école, au collège, au Clostancourt. Et c'est vrai que laisser des élèves participer à une émission, c'est un projet qui date depuis très longtemps, notamment avec Edmé Doudi du réseau Canopé. Un projet qui a mûri et qui finalement a vu le jour cette année et on est très fiers parce que finalement il y a eu du beau travail et ça a révélé vraiment des capacités de certains élèves et c'est très beau à voir et encore bravo. Qu'avez-vous pensé de nos émissions? Justement, alors évidemment, il y avait quelques petites erreurs, quelques petites difficultés, mais c'est justement ce qu'on cherchait aussi, c'est qu'on puisse voir que des élèves, qu'on entende plutôt que des élèves participent à une émission de radio à leur manière, avec quelques petits défauts, mais c'est normal, c'est la jeunesse. On sait très bien que vous n'êtes pas professionnel, mais vous avez fait ça avec beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, et puis vous avez appris des choses, à vous exprimer, à mieux vous exprimer, à écrire. Puis c'est aussi les métiers de l'audiovisuel, les métiers de la technique, le montage, le son.
Et je crois qu'il y a peut-être des vocations aussi, et c'est ça qu'on est venu chercher aussi en allant vers vous pour cette émission d'Eslo. Nous avons appris beaucoup de choses cette année. Écoutez les réponses de notre équipe au micro d'Acacio. Bonjour Karine, qu'est-ce que tu as appris de ces projets Club Radio? J'ai appris qu'on peut faire des montages avec des audios. J'ai appris déjà comment faire des chroniques, comment faire des recherches aussi, approfondies bien sûr, et aussi comment mettre des idées principales en évidence. J'ai appris à parler au micro et perdre la timidité, et j'ai aimé être animatrice. J'ai appris plein de choses, qu'on peut maintenir le stress, parce que avant de passer au micro, on est stressé, mais finalement c'est fluide et c'est bien en plus. J'ai appris qu'il ne faut jamais abandonner et qu'il faut toujours lire. Eh bien, j'ai appris à contrôler mes émotions, à avoir de la patience. Et puis, c'était pas facile de faire ça parce que tu avais plusieurs choses à faire et que tu avais parfois besoin d'aide. J'ai beaucoup appris avec les professeurs et les autres aussi. J'ai appris les différents métiers comme les animateurs, les chroniqueurs, les personnes qui s'en chargent pour le son et tout. Parfois, c'était difficile à faire. Au début, je voulais pas faire, mais après, j'ai accepté parce que j'ai fait, j'ai appris à faire, je sais pas, à travailler en équipe avec les autres. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio Pays. C'était la super équipe des Rookie Studio, équipe du collège Constant Clore de Saint-Georges. Ciao. Bravo.